Aquila Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. Michel Drucker, tu vois, comme D'accord. ça. Juste une petite question avant. Tu bossais à France Culture, c'est ça ? Alors, j'ai travaillé
Alors, t'as rencontré Nicolas Roméas ou pas? Ça me dit rien, Nicolas. Ouais. Il était Il avait des émissions. C'était comment son émission Parce que moi, c'est dans les années 2000. C'était plutôt, ouais. C'est lui qui avait la revue Orchamps Cassandre. Ah bah oui, d'accord, ok. Voilà. Et on est amis depuis pas mal d'années. Donc je me demandais si c'était pas. Son sujet, en fait, nous disait quelque chose. Ouais. C'est pas forcément assez grand et on était tous à des Ouais. Hop, bon, c'est parti. Alors, je suis très très content, je me retrouve dans la ville du Mans. Une ville du Mans, il y a quelques années, était... Parce que, on va peut-être, je ne sais pas si on parlera politique ou pas, mais en tout cas, on parlera de la manière dont ça a influé la présence de l'art dans une ville. Je me trouve dans un lieu, alors, c'est la compagnie Marie l'Enfant, on va pas mettre de suspense pour tout ça, mais on est dans un lieu particulier parce qu'on est carrément dans une, on va dire, petite cité, près d'une école maternelle. Enfin, on est en plein cœur de la ville, on n'est pas caché quelque part dans une ZUP. Donc, alors je parlais politique parce que dans les années 80, on avait un maire communiste au Mans, pour resituer un peu l'époque. Quand on va repartir de loin, et ce maire communiste, alors je ne sais pas de quand à quand il était. Est-ce que tu te souviens, toi, Marie, de quand à quand il a été présent sur. De quand à quand, non, pas exactement. Il y avait les usines Renault, c'est pour ça qu'il y avait un côté très ouvrier. Ouais. De toute façon, je pense que la culture au Mans, elle est vraiment pétrie de cette culture ouvrière. Et quand on est tous arrivés, toutes les équipes qui ont déjà 30 ou 40 ans, il a fallu travailler, bagarrer, presque faire les choses de manière souterraine pour qu'elles existent. Mais je parlais ça justement de cette époque-là parce que j'ai croisé il y a une semaine à peu près Stanislas Nordet. Oui. Et on parlait forcément de la présence de Jack Lang au ministère de la Culture, surtout quand on voit qui s'occupe de la culture en ce moment, ça fait très très peur. Voilà, donc il y a une époque un peu, on va dire, qui était-elle bénie, Marie, quand toi t'es arrivée? Parce que on va peut-être un peu vite, on va repartir peut-être, on va revenir à cette époque-là, mais d'abord on va faire un saut en arrière. Oui, là. oui. Et où es-tu née, toi Marie, toi? Moi, je suis née à Sablé-sur-Sarthe. J'ai fait 50 km justement parce que j'étais dans une petite bourgade bourgeoise qui voulait jouer le bœuf alors que c'était une grenouille. Et j'ai choisi Le Mans justement parce que c'était une ville ouvrière. D'accord, mais on va un peu vite. Dans l'enfance, Oui. Au niveau de ta famille, Oui. est-ce à Sablé-sur-Sarthe, est-ce qu'il y avait quand même un peu une présence à l'art? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une bibliothèque? Est-ce qu'on t'emmenait ou même des fois voir des spectacles? Comment ça se passait dans l'enfance? Est-ce qu'on te racontait des histoires? Est-ce qu'on te chantait des chansons avant de t'endormir, Marie? Alors, me raconter des histoires, oui, papa faisait beaucoup ça. Alors, comment s'appelait ton papa? Raymond. Raymond l'enfant. Raymond l'enfant. Quel drôle de chouette nom de famille. Patronyme, ouais, j'en suis très fière, très, très, très heureuse. Ça me fait beaucoup rigoler de vieillir et de rester justement à jamais. Cette gamine, voilà, jusqu'au bout. Il n'y avait pas vraiment de culture. Parce que Raymond, lui, c'était quoi son histoire, même à lui, si on remonte même un petit peu avant? C'était quelque chose c'était agricole? C'était complètement ouvrier. Moi, je viens d'un milieu ouvrier très, très... au ras des pâquerettes, où il faut en fait travailler pour survivre. Donc j'ai plutôt vécu au milieu des champs, de la forêt, au bord de la rivière, et ma culture, elle s'est faite autour de la nature, de ça, du mouvement dans les arbres, l'onde de la rivière. Je pense que c'est ça qui a participé en fait à... Elle s'appelle comment cette rivière? C'était la vallée de l'Herve, voilà, et c'était très très beau, il n'y avait pas de maison autour, c'était d'un calme et d'un silence incroyable. Et il y avait aussi ce besoin d'imaginer qui m'a permis justement de me projeter, de me poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et l'envie en fait d'aller découvrir, même si je me sentais bien à cet endroit-là. Mais il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas énormément de bouquins à la maison.
Il y avait... Est-ce que par exemple le dessin, c'est quelque chose qui te touchait? Enfin, est-ce que toi, de quelle manière ça va se révéler, ce désir de danser, en fait, il est visiblement ce besoin de danser, de mouvement, il est déjà là parce que maman m'a... Alors, c'est le prénom de ta maman? Jeannette. Jeannette. Oui, 99 ans. Elle et je sais plus où j'en suis. Au niveau de ce désir de danse, en fait, ça viendrait d'une maman? Non, pas vraiment, parce que on dansait pas vraiment, mais sur certaines photos, toute petite, Est-ce qu'il y avait des balles justement là dans cette ville? Oui, Est-ce que tu as le souvenir de ça, de balles? Il y avait un bal, il y avait cette espèce de petite fête foraine qui venait s'installer sur ce qu'on appelait le champ de foire à l'époque dans le quartier de Gâtine. C'est un peu jour de fête de Jacques Tati, là. Un peu, ouais. Et la personne qui s'occupait d'organiser tout ça s'appelait Cuicui. Cuicui, c'est drôle. Voilà, c'était un personnage assez particulier dans le bled, mais quand il arrivait, on savait que ça allait être la fête et la rencontre. Donc j'ai connu cette culture-là. Et puis comme j'étais la dernière de cette grande fratrie... C'est-à-dire de combien d'enfants? 8. 8 enfants. Oui. Et je suis la dernière, donc forcément je suis la plus parfaite. Non, surtout j'ai pu bénéficier quand même d'une ouverture un peu plus tard, une ouverture auquel mes frangins et frangines n'ont pas eu accès. Donc maman m'a proposé de faire de la danse. Et il y avait soit l'école de danse classique, où on faisait un spectacle par an, soit il y avait ce groupe dansant qui s'appelait la Cordée de Sablé. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Parce que là, ça va être déterminant pour ta vie et ton avenir. Oui. Donc, ce qui est quand même pas rien. Qu'est-ce qui fait que dans un milieu, donc on va dire un peu très, très ouvrier, oui. Est-ce que c'était pas un peu même, il fallait des sous pour aller. Comment ça se passe? Il fallait des sous pour aller à ces écoles comme ça, surtout danse classique et comme très entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler bourgeois. Oui. C'était un sacrifice pour Jeannette de t'emmener dans ce lieu-là? En fait, j'ai pas choisi l'école de danse et j'ai bien fait. J'ai choisi justement ce groupe dansant qui était une autre formule que les majorettes, mais qui donnait accès en fait aux gamines ou aux jeunes femmes en fait de pratiquer la danse, la gymnastique, le basket, différentes disciplines. Et c'était une ouverture sur le monde assez incroyable parce que du coup, on partait défiler un peu partout en France et même à l'étranger. On faisait je ne sais combien de spectacles. C'était quoi ce lieu? Il ressemblait quoi? Un gymnase? C'était un gymnase, ouais. D'accord, ouais. C'était un gymnase, ouais. C'était rue quoi? Rue de Sarthe, je crois. Tu vois, rue de Sarthe, si je ne me trompe pas. Ouais. Et d'ailleurs, le gymnase aujourd'hui porte le nom de la fondatrice de ce club qui s'appelait Marcelle Thébault. Bon, c'est important de la citer, puisque c'était une femme incroyable. Pour de nombreuses jeunes femmes, l'émancipation par la culture, le sport. Oui. Et puis cette ouverture sur le monde, cette responsabilisation. Au bout de quelques années, on pouvait devenir aide-monitrice, puis monitrice. Puis du coup, on nous offrait des stages pour élargir notre pratique. Mais alors, quand tu parlais, donc du coup, il y a cette pratique, la découverte de la danse, parce que quelle image avais-tu de la danse? Enfin, la danse, je veux dire, c'était juste, il y a le entre guillemets, l'espèce de cirque ambulant là qui arrive avec du bal et tout ça, quelque chose de très joyeux. Oui. Donc toi, tu découvres cette école, ce cours là, dans ce comment déjà on appelle gymnase, voilà, et tout de suite, c'est quel âge ça Marie? J'ai 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Et en fait je les vois défiler, je vais pas directement au gymnase, mais je les vois défiler avec plein de costumes, des maquillages, et puis cette idée de l'avancer vers l'autre. Je pense qu'il y a quelque chose qui me touche, c'est comme ça que je l'analyse aujourd'hui. L'avancer vers l'autre. Est-ce qu'il y a aussi la découverte d'un autre monde qui était peut-être pas palpable à la maison, ou d'un autre monde? C'est surtout ou son monde à soi qui va devenir ton monde à toi. C'est un peu tout ça en fait. Je crois que c'est un petit peu tout ça. C'est déjà se retrouver avec plein de gens autour de soi. Donc c'est élargir cette famille qui est déjà grande. Oui, c'est une ouverture, c'est une découverte. Et c'est vrai que moi, gamine, j'ai toujours été hyper joyeuse, hyper heureuse. Et donc ce mouvement, en fait, il est
c'est un mouvement de joie, ouais, je crois, au départ. Voilà. Donc alors les années passent. Oui. Passe ton bac d'abord, je ne sais pas si ça existait, ou si déjà, ça se disait déjà ça Il y avait cette idée-là, mais moi j'ai choisi de partir de l'école à 14 ans en fait. D'accord. J'étais chez les religieuses à Sainte-Anne, on me disait que 2 et 2 ça faisait 4. Donc je me suis dit, je pourrais retrouver tout ça sur une étagère le jour où j'en aurais besoin. J'avais besoin de mouvement en fait. D'accord. Mais Voilà. alors, oui, c'est-à-dire on a besoin de mouvement, mais on n'a que 14 ans. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait un apprentissage parce qu'on quitte, Ouais. on quitte ce petit village, enfin pas un village, mais pour la ville du Mans, mais on atterrit où ? Enfin, comment ça se passe cette transition ? Les parents sont d'accord ? Alors, oui, au départ, oui, il n'y a pas vraiment de souci, avec un regret quand même, parce que j'ai pas trop de difficultés à l'école, donc on aurait pu envisager un parcours beaucoup plus long. Mais je supporte pas de rester assise à faire des sourires bêtes, à avaler une histoire qui n'est qu'un chapelet de meurtres, voilà, de conquête, de soif de pouvoir, et tout ça, déjà, ça me déplaît fortement. J'ai besoin d'autre chose, et puis j'ai besoin de faire mes propres expériences. Je ne peux pas me contenter de juste avaler des données comme ça. Il y a quelque chose de naturel chez moi qui fait que j'ai besoin de passer par une pratique qui me soit propre pour pouvoir comprendre et justement intégrer toutes ces choses, mais de manière très physique, plus que mentale en fait. Et donc, voilà, j'ai choisi de sortir de cette école dans laquelle je me sens vraiment pas heureuse du tout. Et donc, je ne sais pas où je vais. J'y vais juste à l'instinct. Et puis, j'ai trouvé un apprentissage de vente dans un magasin de musique. Bon, forcément, ça a duré qu'une année parce que c'était aussi imbuvable, en fait, cette chose-là. Et puis, mais comment tu fais pour, par exemple, chose toute bête, mais se loger, comment à 14 ans on se loge alors, au où ? départ, je suis dans un foyer pour jeunes travailleurs rue de Flore, qui existe toujours d'ailleurs. Du coup, très jeune travailleur, parce que 14 oui. ans, c'était peut-être commun à l'époque, mais mine de rien, c'est comme ça reste 14 ans. Comme ouais, mais c'était encore possible. Mmh. Et puis, après, j'ai quitté cet apprentissage parce que je savais pertinemment que c'était pas là. Et puis, j'ai enquillé plein de boulots, la cueillette des pommes, le ménage, bossé en brasserie. J'ai fait tout un tas de petites choses, l'horticulture, l'usine de couture. Et puis, Alors, qu'est-ce que c'était que s'approprier un nouveau monde ? Parce que j'imagine qu'on a 14 ans, on arrive dans une grande ville. ouais. C'est comme un gros bonbon, je sais pas, au niveau des rencontres. Il n'y avait de pas toutes grand-chose ces à effervescences. l'époque. Non, il y avait À pas- 9h, à 21h le soir, Ouais, place tout de était la fermé. Rep, Ouais. il n'y avait rien. Mmh. C'est comme dans les westerns, là, avec tous ces rouleaux d'épineuses là, qui roulent partout. C'était vraiment le calme le plus plat. Mmh. Alors, comment la danse... Alors, est-ce que la danse, d'abord, se pratiquait encore en continu pendant cette période-là ? Ou est-ce qu'il y a une rencontre à nouveau qui va faire basculer les choses ? C'est surtout la société qui me dit à un moment donné, ma grande, il va falloir choisir ta direction. Moi, à cette époque-là, voilà, je trouvais des boulots, j'avais de quoi survivre et ça me suffisait. Le mouvement, je le trouvais d'une autre manière, en fait, dans ses découvertes. Et puis, à 17 ans, on m'a dit, il va falloir que tu choisisses. C'est la seule chose que j'aimais faire, en fait, c'était la danse. Donc, comme j'avais pas de conscience d'ouverte, j'avais peur de rien, en fait. Donc j'ai envoyé des lettres de motivation à Alonne, voilà. Et puis on m'a répondu tout de suite en me disant oui, tu veux donner des cours, viens nous rencontrer. Et la ville d'Alonne, en fait, m'a permis de donner mes premiers cours de danse qui étaient notés sur une petite feuille. Enfin, quand j'y repense, c'était du grand n'importe quoi. J'ai eu la chance d'arriver à une époque où il n'y avait pas grand-chose, donc il n'y avait pas de comparaison possible. Sinon, c'était pas possible, c'était pas envisageable. Et comme on était très peu nombreux, je crois qu'on était 4-5 danseurs sur tout le département. Donc, dès qu'il y avait un article de presse, en fait, on devenait très visible. Et puis, du coup, j'ai été appelée à droite, à gauche pour donner les cours. Parce que donc, Voilà. j'ai eu une interview de toi, tu parlais d'autodidacte.
Un petit peu. Un petit peu, parce que en fait, j'ai papillonné, j'ai pas, je voulais pas rentrer à nouveau dans une école. J'avais besoin de faire mes courses, d'aller un peu sur le marché, un peu au supermarché, et de voir en fait ce que la vie elle offrait à différents endroits. Je voulais tout bouffer, enfin, c'est pas tout bouffer, je voulais goûter à tout, voilà. Donc il y a des cours qui se mettent en place, donc d'abord sur Allonne. Sur Allonne. Voilà, dans des centres culturels. Alors c'était une maison de jeunes, la maison des Perrières. Et puis après, j'ai travaillé à la CLC à Changer, et puis après à la MJC de Jouer-l'Abbé, puis après, voilà, je prenais ma mobilette, j'avais les 33 tours dans une sacoche et le tourne-disque de l'autre côté avec les fringues, et puis roule ma poule, quoi. Ça se faisait comme ça à l'époque. Bon, elle ressemblait à quoi cette mobilette? C'était un 103, non? C'était quelle couleur? Un 102. Un 102? Oui, que j'avais eu pour mes 14 ans, parce que j'avais eu mon BEPC. Voilà. D'accord. Alors, la vie avance. Quand est-ce que ça va devenir un peu... entre le moment où tu racontes ces premiers cours dans cette ville d'Allonne, qui est tout près du Mans, à quel moment il va se passer combien de temps pour arriver à ce lieu-ci? Est-ce qu'il y a eu un endroit transitoire entre les deux, ou ça a été celui-ci le moment où ça a basculé, c'est en 1990, quand j'ai voulu monter cette compagnie, la compagnie Marie l'Enfant. Et là, pareil, j'avais quoi? J'étais au début de la vingtaine. Et gros coup de culot, je me suis inscrite au concours international de Bagnolet, qui était à l'époque le gros truc pour se faire repérer. Et j'ai monté un trio en 15 jours, parce que j'avais pas de sous, enfin j'avais rien. Alors un trio, mais comment on trouve les autres danseurs, enfin des gens qui sont autour de toi? Oui, c'était des jeunes danseuses, en fait, qui sont toujours d'ailleurs en exercice aujourd'hui, qui le sont beaucoup moins comme moi, beaucoup moins jeunes. Et donc on se connaissait parce que Claudie donnait des cours ici ou travaillait. Claudie comment, si tu peux? Claudie Doué. D'accord. Et puis Anna Fayard. Et je leur ai proposé, elles ont dit ok, on y va. On a monté ce trio. Le trio a été sélectionné. Donc on est. C'est important ça, ce trio. Oui. Faire une création. On part de quoi? De quoi partons-nous? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il n'y a pas de musique? Alors c'était quoi le thème au départ, alors cette pièce, elle s'appelait La Maison de Coquillage. J'étais tombée sur un texte de Federico Garcia Lorca. Et puis c'est parti comme ça. Mais j'ai même pas essayé de faire du lien entre le texte et ce que j'étais en train de fabriquer. Je sais pas, c'est une espèce d'état de grâce qui m'a permis de faire cette petite chose de 30 minutes qui a visiblement marqué les esprits et qui a été présentée donc dans ce concours international sur le plus gros plateau de France à l'époque, était le Quartz de Brest. C'était incroyable, on est arrivé, on était paniqués, on est passé du vert au violet. Moi, j'entendais mon cœur battre quand j'ouvrais la bouche. Et puis voilà, on n'a pas été plus loin que ça, mais ça nous a permis de nous faire remarquer. Et puis derrière, on a joué à Allonne dans un festival avec d'autres compagnies. Et le trio est apparu comme une espèce de petite chose fraîche, comme ça, nouvelle. Et puis quand on arrive, forcément, il y a un côté exotique qui attire beaucoup, beaucoup les gens, quoi. Donc on a bénéficié de tout ça, en fait, de notre fraîcheur de jeunes femmes, et puis d'arriver avec quelque chose qui avait visiblement pas été fait, qui n'était pas dans une forme de mouvance, quoi. Voilà, donc c'est aussi un contexte, un moment, et on arrive au bon moment. Voilà. Bon. Alors, du coup, il y a ce petit éclat, là, ce grand éclat là, lumineux là, qui tombe sur toi. Après, il faut trouver un lieu pour travailler. Donc, comment on arrive ici à ce lieu-ci là? Alors, d'abord, on a commencé à bosser dans les MJC, puisque les MJC Ronceray m'a beaucoup aidé aussi, comme Allonne.
Donc en fait, la MJC ou Wallonne ouvrait en fait les salles. On pouvait trouver des salles assez régulièrement. Mais on était nomades. C'était. Est-ce qu'il y avait des interventions déjà en milieu scolaire ou pas du tout, ou c'est hermétique à ce moment-là? Il y avait vraiment. Il n'y avait pas vraiment tout ça. Moi, j'ai travaillé un peu pour les Papillons Blancs, donc plutôt avec les IME. Mais dans les écoles, c'était pas encore une pratique courante. Ça, c'est venu un peu plus tard. C'est venu, je dirais, à partir de 95-96. Alors, tu me parlais d'un kidnapping dans une 4L. Qu'en est-il de ce kidnapping dans une 4L? Alors, en fait, au bout de quelques années, assez rapidement, parce que la compagnie est créée en 90 et en 94, la ville du Mans vient me chercher pour me faire visiter le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui. C'était une ancienne cantine scolaire, c'était un truc très très moche, avec du vert, du orange, un lino marron orange avec des formes géométriques, mais on peut trouver ça chouette dans un appartement, mais pour un lieu comme le nôtre, c'est juste impossible, quoi. C'est se rendre malade tous les matins, et garder la nausée toute la journée. Donc on a commencé en fait à lui donner un aspect en fait qui correspondait à ce dont on avait besoin au départ. Et puis petit à petit, comme on a compris qu'on allait rester quand même un certain temps dans ce lieu, on l'a aménagé aussi pour que d'autres compagnies puissent venir y travailler et trouver un endroit suffisamment neutre pour pouvoir projeter leur propre boulot. Parce que la compagnie, c'est à la fois de la création, de la diffusion, c'est aussi de la transmission, mais c'est aussi ouvrir le lieu aux compagnies qui n'en ont pas, c'est se souvenir en fait de nos débuts et pas reproduire les mêmes bêtises que d'autres font. Donc ce lieu y vit. Il y a à peu près 21 structures et compagnies qui sont accueillies par an. C'est-à-dire qu'on fait plus d'accueil qu'un centre chorégraphique national sans en avoir les moyens. Et on invite aussi le public à venir découvrir des choses comme ça très vivantes, parce qu'ici on est dans une proximité où l'artifice finalement a peu de place. C'est vraiment être en direct avec le souffle, avec les sons des corps, enfin, c'est vibrer dans cette grande proximité. Est-ce que tu peux rappeler juste d'un point de vue géographique où on se situe là par rapport dans la ville du Mans? Parce que encore une fois, je parlais d'immeubles, de maternelles. Là, on est dans le quartier des Maillets, qui a, on va dire 10 minutes du centre-ville. On est mardi, c'est le jour du marché. Là, c'est pas le très jour loin. du marché, on a le tram qui passe, qui dépose tout le monde ici. Voilà, c'est à la fois un petit village, c'est un petit village dans une ville. Mais c'est aussi une des caractéristiques de cette ville. Est-ce que ça a été possible aussi, justement, tu parlais de compagnie, mais au niveau du public même qui est autour de vous, comment ça se passe, cette mixité, ce mélange, ces ouvertures pour des gens qui peut-être n'ont jamais entendu parler de danse? Alors il y a des gens du quartier qui pendant une période venaient, puis c'est des gens qui vieillissent et qui sortent plus, même si il y a juste la rue à traverser. Par exemple, il y a un monsieur qui habite un tout petit peu plus haut, et puis je lui ai dit un jour, mais il faut venir. Il me dit, non, mais tu sais, moi, à 8h30, ma petite, je dors. En revanche, tu peux venir dans ma cuisine, j'ai tous les articles de journaux qui te concernent. Incroyable. Voilà, donc en fait, ils suivent. Un jour, on revenait de tournée, et à l'époque, j'avais encore mon vieux kangou rouge. Et puis, donc, le kangou est resté pendant 15 jours et on revient de tourner. Je vois tout le quartier, toute la rue, là, autour de ma voiture, en train de se poser des questions. Et en fait, quand ils m'ont vu, ils étaient soulagés parce qu'ils se sont dit, ça se trouve, il lui est arrivé quelque chose. Voilà, il y a cette espèce de... On fait partie du quartier, en fait, maintenant. Voilà. Tu parlais de kangou rouge. Qu'est-elle devenue cette mobilette, ce 102 là? Alors le 102, ça fait longtemps qu'il est parti, lui. Je crois que je n'avais pas eu les moyens de le réparer ou un truc comme ça. Donc je me rappelle même plus en fait ce qu'il est devenu.
Bon, Voilà. au niveau de la création, là, tout de suite, tu me parlais là, pour ce premier projet. Là, Oui. Est-ce que tu peux rappeler le titre? Parce que c'est La, beau. la maison de coquillage. Voilà. Le pouvoir, ou en tout cas l'amour des mots, d'entendre des mots, de les lire, de les partager, Oui. comme maintenant tu vas devenir déjà quelque chose d'extraordinaire, déjà d'accueillir des compagnies, bon, déjà la tienne, mais en même temps accueillir les autres, et puis tes propres créations à toi, ton imaginaire, là, l'imaginaire de l'enfant, là, quand tu étais dans Oui. dans cette campagne avec tous ces arbres, là, le vent qui souffle, tout ça. Là. Est-ce que les mots, la création, comment ça s'est mis en place, tout ça? Qu'est-ce qui fait le déclic et qu'est-ce qui allume une mèche, là, et après ça prend feu? Alors, parfois, ce sont des mots, mais c'est pas forcément le sens des mots, mais c'est cette espèce de vibration qu'il y a à l'intérieur des mots. Donc, je cherche pas forcément à comprendre, mais plutôt à ressentir. Et c'est à partir souvent de cette vibration-là que les choses se déclenchent. Mais je peux pas vraiment les expliquer. Il y a une espèce d'imagerie, une fabrique d'images qui se met en place dans la tête. Et c'est parti, mais ça peut être aussi la peinture. Je me souviens de l'influence de Francis Bacon à une période. Extraordinaire. Quand rencontres-tu Francis Bacon? C'est dans les années 90, enfin même avant, bien avant. Oui, mais est-ce qu'il y a des expos justement qu'on voit sur Paris, ou alors tu as vu quoi, dans des magazines? En fait, je passe devant, sur le trottoir, une bouquinerie. Et puis il y a un étalage comme ça, et j'avance, je vois une image d'un de ces tableaux, je me souviens même plus lequel, je me souviens pas du nom. Ça, tu parles au Mans, hein, Oui, au Mans. C'est à la Tanor, non? Je sais plus quel. Il y a un endroit c'était rue Nationale. Rue Nationale, d'accord. Il y avait une grande bouquinerie là, et donc j'ai fait marche arrière, je me suis même pas retournée. Pour avancer de nouveau dans l'autre sens, mais j'ai vraiment opéré une marche arrière jusqu'à ce bouquin. Je me vois encore le faire, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là que j'ai jamais vu? Donc j'ai découvert les peintures, et puis après les écrits, et la façon dont il fabriquait son travail, comment il le pensait. Et il disait, d'abord, je détermine la taille de ma toile, j'y inscris une forme de paysage, et ensuite j'inscris mon personnage dedans. Et donc là, je me suis collée au travail de l'espace réduit, de la contrainte en fait de ces espaces-là pour construire ma danse. Et je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qui fait la particularité en fait du travail de la compagnie. Est-ce qu'on peut dire aussi épuré? Est-ce que ce terme-là serait... L'épure, ça c'est quelque chose que je recherche. La beauté de l'épure, de l'esquisse, de cette chose qu'on travaille, mais juste assez, mais pas trop. Trouver l'endroit, prendre le risque de ça. Quitte à ce que la pièce soit pas juste, mais aller goûter cette frontière aussi, cette limite. Voilà. Qu'est-ce que ça a été de montrer son travail à Raymond et ta maman et déjà. Jeannette. Et Jeannette, qu'est-ce que ça a été de voir l'une de tes premières créations? Alors la première fois que maman est venue, papa venait pas au départ. Maman est venue, elle m'a dit, écoute, j'ai rien compris à ton truc. Mais la question que je me pose, c'est d'où te viennent toutes ces idées. Voilà. Et j'étais infoutue de lui répondre. Je ne savais pas d'où elle me venait. C'est comme ça, il y a une espèce de fabrique naturelle qui est pas calculée, en tout cas à cette période-là. Et papa découvre le travail un peu plus tard, en 94, à la passerelle de Saint-Brieuc, où Jean Partenay, en fait, me passe commande pour une pièce, et à l'époque, ça ne se fait pas, où je vais auditionner 6 femmes et 2 hommes de plus de 60 ans pour monter une pièce autour de l'âge. Voilà. Et à l'époque, j'ai la trentaine. C'est pareil, j'y vais un peu comme ça, au culot, au feeling, je ne sais pas trop comment dire. Et c'est là où papa vient et qui voit son nom sur la grande façade du théâtre, et je vois encore leur émotion.
dans le regard. Et ça, pour moi, c'est un bonheur de repenser à ça, de dire à ces gens qui se cachaient presque pour avoir le droit d'exister, voilà, aujourd'hui vous êtes visibles. Bon, en tout cas, il y a ce désir de rencontre, d'aller vers l'autre, effectivement. Oui, oui. Donc on parlait de livres ou de peinture Oui. qui peuvent t'émouvoir et t'emmener dans une direction, mais du coup, il y a une présence très forte de l'humain, de la rencontre. Ça, c'est la chose là, essentielle. Pendant un moment, on a presque oublié ça dans la compagnie, parce que tout roulait dans les années 90, on parlait de Jack Lang, il y avait des moyens qui disparaissent un peu trop vite maintenant, et du coup on était dans une forme de confort jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était super, nos nombrils étaient très contents, mais il nous manquait quelque chose. Et c'est justement cette rencontre avec l'autre. Quand on finit dans un grand théâtre, la plupart du temps, le temps de se changer, de revenir, et il y a plein de gens qui sont déjà partis. Donc on s'est relié aussi à d'autres lieux en France et un peu à différents endroits dans le monde, qui sont souvent dirigés par des équipes artistiques aussi, et où on va travailler dans cette grande proximité qu'on trouve ici dans notre studio. Qu'est-ce que c'est aussi de faire comme Kwikwi là, qui arrivait chez toi, là, dans ta ville, oui. de l'enfance, et toi aussi d'aller donc à travers l'Europe, peut-être le monde, Oui. et puis de montrer un travail qui était intime et de l'offrir à d'autres humains qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes mentalités. Qu'est-ce que ça a été aussi ça, de découvrir ça ? Ça a été extraordinaire, et puis de mesurer que de toute façon la danse elle peut jouer partout, puisqu'il n'y a souvent pas de mots, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on éprouve de manière complètement différente. Les mots peuvent venir après, mais en tout cas c'est pas, on démarre pas de ça, on part de quelque chose de sensible, et le mouvement c'est quelque chose qui appartient au monde entier. À tout le monde. Mais raconter une histoire, est-ce que tu as par exemple un souvenir dans un pays ou d'une ville qui serait autre que la France, qui t'aurait marqué ? Il y en a plein en fait, il y en a plein. Les États-Unis présentés Surface, qui parle du mensonge à travers les apparences. Dans la quête du pouvoir, et présenter ce solo interprété par Thierry Mabon, juste avant l'élection de Trump, la pièce démarre avec un catcheur, et on finit avec Hitler sur le plateau. Donc là, ça a résonné, les gens étaient dans quelque chose d'approchant, avaient très peur, et donc, du coup, cette pièce a résonné. C'est là où moi, je ne savais pas que Trump venait de l'univers du catch au départ. Voilà, donc on apprend des choses. Et puis, on se rend compte que la pièce, même si nous, ici en France, on avait quelque chose de très précis, on voyait justement les replis nationalistes arriver, ça nous faisait peur. En fait, cette question-là, on s'est rendu compte qu'elle pouvait être partagée partout dans le monde. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre ? La République tchèque dans les années 80, où on... avant la chute du mur, alors. Oui, ouais. Non, qu'est-ce que je dis ? Non, après. Non, dans les années 90, 92 exactement. C'est juste après, hein, c'est pas... Oui, mais c'est juste après. Des gens qui découvraient aussi la danse contemporaine française, et on se rend compte que tous les âges, toutes les générations en fait avaient des choses à nous dire. La danse c'est aussi des images, sont aussi des images, et donc les images peuvent raconter de manière différente. Même si c'est pas exactement ce qu'on voulait faire, ce qui compte, c'est que ça génère quelque chose, y compris de la colère. Je suis très heureuse des fois quand les gens sont en colère après avoir vu une pièce, parce que là, ça agit. Quand ça plaît trop,
c'est pareil, c'est comme le chocolat, c'est bon sur l'instant, mais ça nourrit pas. Je préfère les gens parfois qui sortent en rouspétant, parce que je sais que dans 3 ans, ils vont encore m'en parler, peut-être pas avec la même colère, mais il y aura toujours cette colère sous-jacente. Donc je sais qu'à cet endroit-là, on a bien travaillé. Est-ce que la présence du théâtre, être artiste, c'est aussi, justement, comme tu disais, marcher dans la rue et puis être interpellé par une affiche, par des voix. Ouais. Est-ce que le théâtre en lui-même, ou regarder les gens dans la rue, est-ce que ça occupe une grande partie de ton temps aussi, cette chose-là? Ah ben là, observer, oui, ça c'est une grande partie de mon activité, de regarder comment la vie s'organise dans une rue, sur une place. Je trouve ça assez fabuleux de voir toutes ces mécaniques corporelles qui sont toutes complètement différentes. Et c'est aussi pour ça qu'elles se ressemblent. Et ça, c'est quelque chose de passionnant. Le théâtre, il est partout, à condition qu'on se mette à cet endroit de la réalité, parce que la réalité, c'est plein de couches de réalité. Donc quand on arrive à rentrer comme ça en connexion avec cet espace-là, ça devient absolument génial. Après, le théâtre, il y a le théâtre, dans le sens de la technique théâtrale, il y a très peu de choses en fait qui me touchent en théâtre. J'aime le théâtre en fait qui me met au travail, comme j'aimais celui de François Tanguy, par exemple, parce que là, on considère mon intelligence et on me dit débrouille-toi, fais ton propre puzzle, écoute, n'écoute pas, regarde, ne regarde pas. Est-ce que tu parlais de François Tanguy, qui est décédé il y a quelque temps? Oui. Est-ce qu'il y a eu des échanges, une espèce de mixité entre votre travail, Alors, tous les deux? des échanges en parole, en présence. Après, dans le travail, absolument pas. Mais je sentais un grand respect des deux côtés. Voilà. Moi, des fois, c'est souvent, j'étais jalouse de voir comment cet homme, en fait, maîtrisait les corps, maîtrisait dans le bon sens du terme, et arrivait à fabriquer des choses qui étaient tellement plus dansées que ce que nous, danseurs, nous faisions. Travail sur la densité chez François Tanguy, c'est quelque chose d'exceptionnel, et même exceptionnel, ça suffit pas, c'est magistral. Voilà. Tu parlais avec toutes ces années, est-ce qu'il y a eu du compagnonnage, parce qu'on est accueilli, tu dis, moi j'accueille des gens, Oui. est-ce que toi, à travers l'Europe, le monde, tu parlais de New York, c'est assez surprenant et Non, pas extraordinaire New d'entendre York, ça. non, c'était Caroline du Nord. Caroline du Nord, d'accord. Ouais. En tout cas, les États-Unis, ce qui est quand même pas rien. À travers toutes ces années, est-ce qu'il y a des petits points, là, comme les cailloux du petit Pousset, qui ont été semés, et du coup, il y a une amitié? Je ne sais pas si beaucoup de compagnies sont gérées par des femmes. Est-ce qu'il y aura une sorosité, si je prononce bien le terme? Sororité. Voilà. Est-ce que voilà, à travers le temps, pour pouvoir arriver et mettre ses bagages quelque part, comme ça, il y a une entraide, il y a une nécessité d'être ensemble et de montrer des choses et de se dresser et d'être devant toujours, là. Mais s'accompagner, en tout cas. Mais s'accompagner, oui, parce que de toute façon, peu importe l'endroit où on se trouve dans le monde, le problème, c'est la circulation. C'est où et comment fabriquer, et après comment faire tourner une pièce, la rendre visible, la partager avec un public. Donc c'est des rencontres d'abord, des rencontres humaines. Quelqu'un qui dit tu sais, nous on n'a pas grand chose mais on peut t'accueillir, et puis se rendre compte que nous on peut faire exactement la même chose, et c'est proposer en fait simplement ça, et de chouchouter en fait cette relation-là, de faire en sorte qu'elle perdure. Donc il faut alimenter ça par des accueils réguliers, par des échanges, par mail, par texto, peu importe, envoyer des signaux de fumée, des pigeons, tout ce qu'on peut. Et puis on a commencé à rencontrer effectivement des gens comme ça un peu partout, au Maroc, en Grèce, aux États-Unis, en Irlande, à différents, je ne vais pas tous les citer. Et puis un jour, on s'est rendu compte que, en fait, tous ces gens-là,
malgré des réalités géographiques, économiques, politiques, voilà, des réalités complètement différentes, avaient cette espèce de chose en commun comme ça, de tenir, et il y a quelque chose de têtu comme ça, qui est parfois pas vraiment conscientisé, mais ce truc à l'intérieur, et ça c'est souvent chez les danseurs, de dire mais voilà, il faut faire. Il y a une nécessité qui est vitale, en fait. C'est une manière de traverser la vie que d'être en mouvement, dans ce mouvement-là. Et donc, on s'est dit, il faut absolument que ces gens se rencontrent. Donc, en 2022, on a organisé, merci, un temps fort sur 10 jours où on a invité, en fait, tous ces gens-là à venir partager un moment. On les a mis en laboratoire, on les a mariés, entre guillemets, avec des musiciens d'ici, pour rentrer en laboratoire de recherche. Donc se rencontrer, pratiquer ensemble. Donc non seulement ils avaient des créneaux pour mener ces laboratoires en binôme ou en trio, devaient également intervenir en impro dans les lycées, les collèges le midi. Le soir, ici, il y avait des masterclass. Les gens débarquaient ici sans savoir avec qui ils allaient bosser. Donc ça pouvait être un Américain, un Irlandais, enfin bon, peu importe. Et puis enfin, il y a eu des impros aussi dans les cafés, dans 2 bars du Mans, au Lézard et au Barouf, donc ouvrir au maximum à la ville. Et puis le dernier jour, il y avait restitution globale qui se déroulait sur 3 lieux où le public était en fait séparé en 3 groupes. Et on faisait comme ça des relais sur ces 3 lieux pour qu'ils voient toutes les propositions. Voilà. Donc c'est aussi aller jusqu'au bout de ce travail-là, de connexion, et comment ensuite on peut repartager ensemble et élargir en fait ce partage. Voilà. Toujours avoir conscience qu'on vit dans une ville, qu'on a aussi on bosse avec les sous de tout le monde, et qu'à un moment donné, c'est primordial en fait d'avoir conscience de ça et de redonner en partageant. Voilà. Le dernier spectacle, c'est, je crois que c'est ça, c'est 363, que je ne dis pas de bêtises. Alors, en fait, le truc là, c'est que depuis plusieurs années, je mène en fait des chantiers différents. Et là, en ce moment, en fait, il y a 3 pièces. D'accord. Il y a 363 qui est sorti en avril 2024. Il y a INSEE qui est sorti en novembre 2024. Et il y a La Masse qui était aussi en gestation, qui va sortir en fin mars 2025. 26. Je me trompe un peu dans les dates. Voilà. Donc il y a 3 pièces en fait qui commencent en fait à vivre. D'accord. Trouver des collaborateurs, il y en a un qui est à côté de nous là, qui va venir nous rejoindre tout à l'heure là, dans quelques minutes. Trouver aussi ces danseuses. Est-ce que c'est par rapport à des stages? Est-ce que c'est par rapport à... Comment ça se passe? Il y a des petites annonces dans des revues spécialisées? Avec Thierry, on travaille depuis 1992 ensemble. C'était hier. C'est un hasard de la vie, en fait. Peut-être je te laisserai raconter ça. En fait, j'étais embauchée pour faire travailler des jeunes en danse sur un opéra rock à Allonne. Et puis, je suis arrivée, j'ai découvert le groupe de jeunes. Et il y avait Thierry au fond de la salle qui était en pleine impro théâtrale. Et j'ai juste posé la question, c'est qui? Et tout le monde m'a dit, ouais, c'est juste un jeune qui étudiant, qui fait un peu de guitare, etc. Mais j'ai senti, là, et Thierry au départ n'était pas danseur du tout. Et voilà, c'est d'abord des rencontres humaines. Moi, j'ai besoin de sentir quelque chose, comme là avec les jeunes danseuses. Tout est parti, enfin le dernier trio, 363, est né de la rencontre avec Amberly. On était à Tipperary, donc en Irlande, on était invités pour un festival. Elle était déjà danseuse mais étudiante, et elle était embauchée sur le festival comme stagiaire.
Et je me suis dit, mais c'est qui ce petit bout de bonne femme, là, de 19 ans, ancrée comme ça, avec un caractère pas possible. Et puis voilà, c'est né de cette rencontre-là. Et puis après, je me suis dit, solo, non. Et puis, je me suis rappelé la maison de coquillage, trio. Et Riti m'a dit, bah ouais, remonte un trio. Et donc, c'est comme une espèce de boucle, comme ça. En plus, elles ont le même âge qu'on avait quand nous, on a commencé. Donc, il y a une espèce de revival de tout ça. Et pour trouver les deux autres danseuses, en fait, Marie-Lou Bourdeau, on l'a eue toute gamine au Conservatoire du Mans, on s'est souvenu d'elle. Donc on a fait appel et Marie-Lou a dit OK. Puis après, j'ai appelé une amie qui est Carole Gouvager, qui est enseignante en danse, et qui m'a dit, écoute, moi j'en vois qu'une, c'est Loïs Husson, je te l'envoie et ça a matché tout de suite. Donc c'est pas trop les capacités de danse, alors bien sûr ça compte, hein, mais c'est d'abord une question humaine. Après le reste c'est que du travail. Donc si humainement ça colle, le reste va suivre. Ça prendra plus ou moins de temps, mais forcément ça va suivre. Bon, alors avant que Thierry vienne nous retrouver, une question que je pose tout le temps dans ce podcast, c'est, on n'a pas parlé cinéma, est-ce qu'il y a des films, est-ce que tu as eu le temps d'aller au cinéma, est-ce qu'il y a des films qui t'ont marqué? Ah bah, y en a plein, mais alors lesquels? Oi, oi, oi. Il y en a tellement, je ne sais pas par où commencer. En tout cas, qui m'ont marqué, mais de là à en faire une pièce, non. Non. Ça, je le dis vraiment. Non, pour moi, le film, ça réunit tout. Ça réunit l'image, la lumière, le son, le corps, la mise en scène, le mouvement. Donc, c'est sans doute quelque chose qui permet d'être tellement complet que pour moi, ça ne peut pas être inspirant. Ça ne peut pas être inspirant. C'est là. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Ou alors, je vais prendre un détail. Mais si je prends un détail, je risque de faire du plagiat. C'est pas bon du tout. Et c'est rigolo parce que c'est une forme qui à la fois m'emmène, mais en tout cas ne m'inspire pas pour fabriquer quelque chose. Alors, je vais te poser cette question qui est tirée d'un film d'un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Żuławski, Oui. qui a fait L'importance est d'aimer avec Romy Schneider, Jacques Dutronc, et puis aussi et Isabelle Adjani qui l'a filmé dans le métro berlinois, Possession. La phrase qui va être dite par une actrice qui s'appelle Marie-France Pizier est tirée d'un film qui s'appelle La Note Bleue. C'est Le Dernier Jour, une histoire d'amour entre Frédéric Chopin et George Sand, Dernier Jour. Et dans cette dernière journée, George Sand dit « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. » Toi, Marie, comment as-tu traversé, peut-être ou pas, ces états-là? Comment on va d'une rive à l'autre? J'en sais rien du tout. C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Parce qu'il y a tellement de micro-choses qu'on ne mesure même pas. Le temps de se poser une question et on a déjà bougé de 3 mètres, on ne s'en est pas rendu compte. Donc ça, c'est des choses qui sont complètement naturelles et que je ne peux pas mesurer et que je ne veux pas mesurer, en fait. Bon, encore le mouvement, une fois de plus. Oui, toujours. Qui t'a accompagné pendant toujours. Tout ce temps-là. Ouais, parce que même si le corps est immobile, la pensée ne s'arrête jamais. Les battements du cœur, la circulation sanguine, le mouvement, il est là tout le temps. Et contrôler, c'est quelque chose qui m'ennuie. Mais qui m'ennuie d'une force. Je ne supporte pas le contrôle. J'ai besoin de découvrir. Si je contrôle, je découvre rien. Si je sais quel est mon parcours et pourquoi et comment, alors ça ne sert à rien. Tout ce que je fais ne sert à rien.
Ce qui est important, c'est de laisser faire les choses, de laisser ces choses nous traverser. Et puis plus tard, observer et dire waouh, en fait, j'ai fait ce parcours-là, je ne m'en suis pas rendu compte. J'ai vu plein de choses, je sais de quoi tout ça est jalonné, mais je n'avais pas forcément fait le lien. Et heureusement, sinon, mais je fabriquerais en fait les mêmes trucs tout le temps. Je supporterais pas. Donc faire confiance à la vie quelque part, y compris aux emmerdements qu'on ne souhaiterait pas, parce qu'ils sont souvent aussi source de quelque chose qui était inattendu. Même à travers la colère, en fait, une colère peut aussi générer quelque chose d'inattendu et de très chouette.
Bon, on va faire un autre mouvement. Là, tu vas tendre le micro à Thierry, là, qui était près de nous dans la salle, qui s'assoit là. Hop la boum, badaboum. Ben, c'est très beau cette histoire de main qui se tend, qui donne le micro à l'autre, puisque on va repartir de ce moment si particulier, Thierry, qui est d'être dans une... dans quoi c'était à Lonne, non? C'était où C'était à Lonne en 1991, en effet. J'étais à l'époque un jeune... Où habitais-tu? J'habitais à la campagne, dans un village à 20 km du Mans. D'accord. Voilà. Et j'avais des copains dans cette ville d'Allonne qui travaillaient au centre social et qui m'ont parlé de ce projet. J'avais une envie d'essayer pour voir et j'ai tout de suite été... C'est quel âge, Thierry? À cet âge-là, j'avais 19 ans. Ah oui, 19 ans, donc tu étais un grand garçon déjà. Oui. mais alors justement, toi aussi, tu viens comme Marie d'une ville ou d'un village, alors peut-être plus d'un village que d'une ville comparé à Marie. Mais déjà, dans l'enfance, est-ce que, voilà, c'est une question un peu qui peuvent avoir un écho sur pas mal de personnes. Comment était présent ce qu'on peut appeler le terme culture, au sens large, je veux dire, avec des livres, avec de la musique, de la peinture, ou pas du tout? Et est-ce qu'il y aura un choc qui va changer tout ça? Le cercle familial n'était pas du tout orienté culture, ça c'est clair. J'ai quand même eu la chance d'avoir une maman qui était assez attachée au Trublion, au Fernandel, à tous ces gens-là de l'époque, et qui avait un rapport à l'écoute à l'écoute de la musique aussi beaucoup. Donc ça a été mes premiers pas, on va dire. Mais c'était quand même assez pauvre. Je me la suis faite un peu toute seule, ma culture, entre guillemets. Donc autodidacte, mais comment on fait quand on est dans un petit village? C'est quoi? C'est des professeurs, c'est des camarades qui d'un seul coup ramènent un 33 tours, enfin c'est peut-être des CD à l'époque, ou alors c'est la télé, parce qu'on pioche aussi des choses à l'époque, c'était assez riche. C'est d'abord été la musique, essentiellement la musique. T'avoue qu'à l'âge de 11 ans, j'ai découvert les Clash et les Cure. Ce qui n'est pas rien, les Cure. Et les Cure en Robert même temps. Smith. Et j'avais 11 ans. Et donc j'ai découvert à la fois qu'on pouvait faire une musique brute, énervée, et qu'on pouvait être aussi à la fois punk et mélancolique via les Cure. Voilà, ma première approche, ça a été à cet endroit-là. Donc j'ai vraiment creusé via la musique. La littérature est venue après. Alors tu dis j'ai découvert, mais... les copains. Voilà, c'est ça. Qui fait découvrir ça? Les dans copains une radio, au collège, les copains au collège, des plus grands dans le village. J'avais eu la chance d'avoir un oncle qui était un grand mélomane, voilà, et les choses elles se transmettaient comme ça. Et puis il y a eu l'arrivée d'Arte plus tard, et il y a eu la première découverte de spectacles de danse diffusés. Et là, il y a eu un espèce de questionnement sur cette forme d'art. Tu parles de ça, mais t'avais quel âge là, quand tu te fais ça? Alors là, j'avais 16 ans, 17 ans peut-être. Alors, ce qui n'est pas rien, parce que 16 ans, 17 ans, ça veut dire on est encore à la maison. Oui. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être qu'un poste de télévision. Exactement. Et que peut-être ça passe tard. Et c'est ça. C'est ça. Sinon, tu n'étais pas au lit alors. Je suis grillé. Je suis grillé. Oui, il y a eu les premières découvertes de Bouvier-Aubadia. Et donc, c'est tout seul Oui, c'est tout seul. Tout seul, quoi. Oui, c'est tout seul. Ouais. Oui, tout s'est fabriqué tout seul. Et puis, mais depuis gamin, j'avais un attrait pour l'art vivant, pour le plateau, en fait. Depuis gamin, je me suis dit, mais ça... Mais c'est intéressant que ça, parce que moi aussi, je viens de la danse, et en grande partie par rapport à Bouvier-Aubadia, même si après, forcément, il y a eu Pina Bausch, bien évidemment, mais Bouvier-Aubadia, tu parlais de musique juste avant, c'est très vivant, enfin, il y a beaucoup de furie, il y a beaucoup aussi des fois de tendresse, mais c'est une danse extrêmement vivante, et peut-être que même, ce qui était chouette aussi, je me rappelais plus exactement, moi aussi, je pense avoir vu des documentaires là-dessus, mais il y avait aussi la manière dont il parlait. Oui. Dont il parlait du monde aussi. Oui, il y avait aussi cet attrait à la réflexion sur le monde et moi j'étais un gamin perturbé comme beaucoup, enfin voilà, un adolescent en construction, un peu rebelle, un peu paumé, un peu tout ça mélangé, mais l'art m'a vraiment ouvert des portes de réflexion, en tout cas, ça m'a emmené vers la réflexion. Mais alors, il y a cette découverte comme ça grâce à la télévision, mais encore une fois c'est Arte, c'est pas rien, mais entre regarder, être touché par quelque chose et puis se dire je suis un garçon, et bien évidemment que la danse est faite uniquement pour les garçons, il n'y a pas de moquerie par rapport à ça. Comment on va s'inscrire après quelque part? Comment on va ouvrir une porte et on va dire je crois que c'est pour moi cette chose-là? Mais je suis tombé dans la danse par accident en rencontrant Marie.
Donc tu étais au fond, donc c'est ça. Donc le théâtre là que tu pratiques un petit peu. Donc, j'ai pratiqué en tant que collégien un atelier de théâtre à l'âge de 14 ans. Alors quel était ce prof là? Parce qu'il y a des... C'était un prof de français, mais je n'ai malheureusement plus son nom, j'en suis désolé. En tout cas, il a été un peu déterminant pour ouvrir un autre monde. Oui, quoi. Oui, il a été déterminant. Ça m'a fait découvrir le théâtre déjà, et puis une forme d'expression. Et où j'ai découvert le fait que d'être sur un plateau et de transmettre un texte, d'avoir une présence, en tout cas sur scène, même si j'en avais pas du tout la réflexion à l'époque, me paraissait quelque chose qui m'animait, qui m'agitait, en tout cas, qui me mettait en émoi, qui me donnait envie, en tout cas, de livrer une énergie à cet endroit-là, qui a été abandonné par la suite, et j'ai plutôt orienté ma pratique de loisirs vers la musique en montant des groupes avec des copains. Alors quel groupe? Dire chanteur, musicien? Chanteur, guitariste, voilà. Je commençais à composer mes morceaux, je commençais à fabriquer. C'est l'idée de la fabrique qui m'intéressait le plus. Et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai rencontré ces fameuses personnes à Alonne qui m'ont introduit dans ce spectacle, dans cet univers-là, projet socio-culturel, comme on disait à l'époque, où il y avait des financements de dingue. Et je me suis retrouvé là, au milieu d'autres gens de mon âge. Donc, on est assis sur un canapé, hop, Arte de la danse, on a 16 ans. Ouais. Il se passe 3 ans après, Ouais. on se retrouve dans un quoi? Un opéra rock, voilà. Un opéra rock, On d'accord. touchait à tout, on Voilà. faisait un peu de théâtre, un peu de musique, un peu de danse, et la rencontre avec Marie a eu lieu là. Donc je me suis retrouvé à improviser pour la première fois de ma vie avec mon corps, à faire des choses, des déplacements dans l'espace, des trucs improbables, avec une maladresse de dingue. Et puis Marie m'a approché à ce moment-là. Alors qu'est-ce que c'est, Thierry, que quelqu'un qui t'observe et qui voit des choses que toi tu ne peux pas voir? C'est particulier, parce que c'est particulier et excitant en même temps, les deux à la fois. J'étais inconscient, je crois, à l'époque. Je faisais les choses sans réfléchir, en fait. Et je crois que toute ma vie a été comme ça. Enfin, sans réfléchir, j'exagère aujourd'hui, mais j'ai toujours eu un instinct d'y aller, on fait les choses, on découvre, on verra après ce que ça donne, on verra après. Donc en tout cas, c'est une histoire d'envie très très forte, de vie en tout cas, et puis aussi ce désir le mot confiance, de suivre quelqu'un qui juste avec des mots, ces mots sont suffisants pour en tout cas t'amener quelque part, dire viens voir ce qui existe, ce qu'on peut faire, en tout cas essayons ensemble quelque chose. C'est un peu ce qui s'est passé avec Marie, oui, elle m'a proposé de participer à un stage avec son équipe de danseurs pro à l'époque. J'ai passé un week-end au milieu de tous ces gens-là, je n'ai rien compris, j'étais perdu comme jamais, je me demandais vraiment ce que je faisais là, mais c'était excitant. Voilà, le stage est passé, et puis 3 mois après ce fameux stage, Marie m'appelle, elle me dit voilà, je monte une nouvelle pièce. Alors quel était le titre de cette pièce? Le tapis noir au bord rouge. Le tapis noir au bord rouge. Voilà. Il y a toujours des choses, des titres incroyables. C'était tiré d'un livre ou c'est juste un titre d'un spectacle? Pas du tout, c'était juste l'esthétique du plateau qui était éclairée d'un bord rouge. Voilà, on était quatre interprètes. Tous deux blancs vêtus. Alors comment on se fait suffisamment confiance, Thierry, pour justement arriver dans il y a un groupe aussi qui s'appelle Joy Division, oui, qui a un premier album qui s'appelle A No Pleasures. Oh, oui. Donc comment on se retrouve dans un endroit complètement inconnu, trouver du plaisir et puis se dire mais ici c'est chez moi maintenant, c'est là. Oh, ça se dit pas, c'est pas venu tout seul, hein. J'ai mis énormément d'années avant de me sentir légitime en tant qu'interprète en danse. Il a fallu énormément de travail physique, en allant faire beaucoup de stages à gauche à droite, mais aussi beaucoup de travail mental pour se dire bon, je fais partie d'une équipe professionnelle, ça y est, je crois que je suis un professionnel du spectacle vivant. Comment assumer ça, travailler à côté de danseurs qui sortaient du CNDC, travailler à côté de danseurs qui ont eu des cursus de formation de dingue, qui étaient des machines de guerre, autant le dire clairement, alors que moi pas du tout. Mais j'ai puisé ma force dans ma présence et mon interprétation, ma manière d'être. En fait, je triche pas, que je sois sur le plateau ou hors plateau, je suis la même personne en fait.
Je pense à ça parce que comme ce qui vous rejoindrait à peu près, même si c'est pas complètement vrai, parce que Marie c'est beaucoup plus, encore une fois, autodidacte et ça s'est mis au fur et à mesure. Donc toi, tu as comme été pris un peu en main, si on peut dire. Mais il y a aussi d'où tu viens, cette espèce de pas de côté. Tu dis, je n'étais pas une machine entre guillemets de guerre. On parlait tout à l'heure musique et je trouve c'est intéressant de découvrir ça parce qu'on peut parler d'Eric Satie, on peut parler aussi d'extraordinaires guitaristes qui te font des solos de fou. Oui. Et puis il y a un autre guitariste, on parlait d'un groupe tout à l'heure, c'est toi qui parlais de The Cure. Et en fait, Robert Smith fait quelques arpèges. C'est presque du Satie sur sa guitare et ça devient quelque chose d'extraordinaire et d'être très puissant et puis on va dire d'une certaine manière pas monstrueux, mais en tout cas il y a autre chose qui existe que des machines de guerre. Ta singularité, comment tu la défends quand tu es sur un plateau? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, évidemment, avec les années d'expérience, c'est différent, j'ai un autre regard là-dessus. Ma singularité, c'est une énergie, c'est du minimalisme, je défends le non-bavardage en fait sur scène. Je défends juste la présence des corps. Et ma présence de corps, après je sais pas comment elle fait écho auprès du public, mais je sais que je n'ai pas un bagage technique qui me permet d'exprimer par le corps toutes les émotions que la danse peut faire traverser. Mais j'y vais, en fait, je suis très volontaire, j'oublie pas d'où je viens du punk rock, et le punk rock c'est brancher une guitare, faire du Larsen et envoyer très fort. Tu viens de là, du rock, mais qu'est-ce que ça a été, comme quand j'ai posé la question aussi à Marie, de venir d'un milieu social et de faire venir ses parents dans un lieu qui pour eux peut-être ne savaient peut-être pas que ça existait, ou en tout cas ne s'autorisaient pas à dire ça c'est pour nous. Qu'est-ce que ça a été d'emmener tes parents justement à découvrir la danse? Pour ma mère, c'était une très grande fierté, évidemment. Déjà me voir m'épanouir dans un métier, c'est rassurant pour les parents, c'est normal. Mon père, c'est différent, parce que je pense qu'il aurait aimé que je fasse autre chose de ma vie, mais c'est un parcours, c'est quelque chose de très commun dans les familles, ça. Un enfant qui décide de faire une carrière artistique, tout de suite, ça crée une panique totale auprès des parents qui n'ont jamais eu de rapport ou de quelqu'un dans la famille qui pratiquait un métier artistique. Pour ma mère, c'est une grande fierté, bien sûr. Elle est heureuse de savoir que je voyage, que je m'épanouis, tout simplement. Mais eux, comme pour Marie, la question que je leur posais, c'est de dire que sa maman qui je comprends absolument rien. Absolument. Mais voilà, mais en tout cas, peu importe, ça existe, ils sont là, ils ont le temps, effectivement, le temps va passer et peut-être qu'un jour, quelque part, ça fera écho en eux. Donc, ouais. Oui, il y a ça, en effet. En tout cas, moi, j'ai un rapport plus particulier, plus profond avec ma maman que mon papa, pour des raisons qui sont familiales et personnelles. Mais oui, ça a changé la chose. Même pour ma mère, ça a changé son regard sur l'art. Elle a commencé à regarder, elle aussi, la danse sur Arte. Elle a aussi commencé à éplucher les programmes des théâtres autour de chez elle. Elle est allée voir des spectacles de plus en plus aussi, même si on n'a pas les mêmes attraits esthétiques. Mais ça a généré un mouvement aussi chez elle, petit à petit, ouais. Et une fierté, c'est toujours... C'est mon fils qui est sur scène ce soir. Oui, mais même elle peut dire ça, et je pense que toi aussi, de la même manière, tu peux dire, je peux être fier aussi de ma mère qui sort de chez elle. Mais complètement. Qui va quelque part ailleurs. Complètement, il y a eu ce rapport-là. Aujourd'hui, ça s'est un peu dilué avec le temps parce que ma maman a vieilli aussi, elle sort moins, elle bouge moins, et puis elle aime moins ce qu'on fabrique aujourd'hui dans la compagnie. Parce que ça, c'est pas assez énergique aujourd'hui, ça manque d'attrait au corps vraiment physique. Donc ta maman, le punk viendrait de là aussi, d'une certaine manière. Ta maman, pourtant elle vient des années yéyé, hein, c'est pas la même chose, mais elle a connu les années yéyé. Mais alors comment tu t'inscris maintenant dans la... Donc c'est Marie, l'enfant qui te découvre, mais comment on devient à être une tête dans un corps dans cette compagnie? C'est un choix de ma part. Je me sentais bien dès le début. Je me suis bien senti dans cette équipe qu'il y avait là. Et puis, comme en musique, j'aime bien l'idée de travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on est sur le plateau, mais on est aussi tous au cul du camion pour charger, décharger. On touche un peu à tout. On devient un couteau suisse dans une compagnie comme la nôtre.
parce que y a pas 30 personnes qui travaillent autour de nous. Donc on apprend à faire plein de choses en même temps. Et moi, je trouve que c'est une vraie richesse, parce que même aujourd'hui, quand je fabrique mes propres spectacles, je pense mon éclairage de telle manière, je pense le son de telle manière, et du coup, je fabrique tout moi-même. Et ça, je trouve que c'est une vraie richesse. Dans mon parcours, je suis allé travailler aussi avec d'autres compagnies en dehors d'ici. Et je n'ai jamais trouvé mon compte, finalement. Parce que je ne retrouvais pas cette effervescence, cette énergie commune. C'était très hiérarchisé. Il y avait le ou la chorégraphe, il y avait les danseurs, il y avait le technicien. Et je ne supporte pas que les gens sur le plateau ne viennent pas aider les techniciens à charger le camion en fin de spectacle. Pour moi, c'est je pense à ça parce que je pense à Caril Ferret, qui est un écrivain et qui a beaucoup écrit il écrit surtout des polars, mais pas que. Il vient du punk aussi. Les Clash, c'est très important pour ça. Mais tu vas voir pourquoi je te parle de ça, parce que il a écrit sur l'Amérique du Sud, et il a écrit un livre sur comment dire, c'est pas une compagnie, c'est un peuple qui s'appelle les Mapuches. Et ça leur fait très très mal quand ils voient des barrières sur des champs. Voilà, supportent pas. Voilà, donc tu parlais de voilà. Ouais. Peut-être que tu es Mapuche sans le savoir. Alors, donc, est-ce que vous avez une création commune là, dernièrement, ou on a coécrit le spectacle Surface en 2015, le fameux spectacle dont parlait Marie, où ça démarre sur Trump et ça finit sur le visage d'Adolf Hitler. C'était toi le catcheur alors? C'était moi le catcheur, voilà. Tu as le gabarit. C'est une pièce qu'on a coécrit ensemble. Après, l'avantage de travailler avec Marie, c'est que l'interprète sur le plateau a son droit de parole dans le cursus de création. C'est-à-dire qu'elle amène des idées, on les creuse ensemble, mais on a aussi le droit de faire des feedbacks, de sentir les choses plus à cet endroit-là plutôt qu'à un autre. Donc on essaie aussi. C'est Marie qui a toujours le dernier mot de toute façon, mais on est riche de propositions. Et c'est un vrai plus, ça. C'est un vrai plus de ne pas être juste je vais revenir au mot machine, mais une machine à danser, jouer, interpréter, mais être vraiment un être humain sur le plateau, parce que on fait partie intégrante du cursus de création, et encore plus depuis toutes ces années où on travaille ensemble, on se connaît par cœur. On sait très bien ce que va dire l'autre, comment va penser l'autre, à quel endroit sur le plateau ça va se passer. Enfin, il y a des automatismes aujourd'hui qui sont plutôt joyeux, en tout cas. Ton dernier, ou celui que tu es en train de créer là en ce moment, Thierry, c'est quel projet, quel nom? J'ai pas fait beaucoup de pièces, moi. J'en fais vraiment une tous les 6 ou 7 ans. D'accord, voilà. T'es avant tout interprète, enfin si on peut dire interprète. Oui, je suis avant tout interprète. La composition, le travail de création, il se fait plus en musique pour moi qu'en plateau, en tant que danseur ou performeur, parce que je tends de plus en plus là-dessus, je crois. La dernière pièce date de 2018, ça s'appelle Fish. Comme les poissons. Ouais, FI.SH. D'accord. Qui voudrait dire final shit en anglais. C'est important de préciser. Voilà. Et je questionne le dépassement de soi dans l'art, en tant qu'artiste et aussi en tant que spectateur. À quel endroit l'artiste se dépasse. Et je suis parti d'une phrase de Chris Burden, qui était un performeur américain des années 60, qui ensuite a tourné vers l'art plastique, qui disait ça. Lui, il s'est vraiment mis dans des situations physiques assez extrêmes à l'époque. C'était tout un courant, de toute façon, le body art, tout ça. Et j'ai re-questionné cet endroit-là, en fait. Je me suis dit, mais c'est vrai que l'art, aujourd'hui, il dépasse pas les limites. Tout est bien lisse, bien poli, bien cadré. Le public, il veut voir des choses bien lisses, bien polies, bien cadrées. On veut juste se divertir. Donc je questionne tout ça à travers une performance et dans l'absurdité, en mettant en scène un gars qui fait des performances, mais complètement insignifiantes, mais avec une bande-son, des voix off, qui met le public un peu en... Enfin, j'essaie de mettre le public un peu en questionnement sur tout ça. Qu'est-ce qu'est devenu l'art aujourd'hui, voilà, dans tout ce système marchand, dans tout ce système de bien-pensance, etc.
c'est bête, mais je la mettrai en début d'entretien, là, quand je vais préparer mon podcast pour qu'il soit publié, parce qu'il y a une phrase de Pasolini qui parle justement du divertissement. Je l'ai oublié là, donc je vais la retrouver mieux pour la citer plus correctement. Il y a Guy Debord aussi, la société du spectacle, il y a toutes ces choses-là. Donc Chris Burden, et puis il y a aussi du côté musical, parce que je viens essentiellement de là, et c'est toujours une culture qui me nourrit. Il y a un groupe qui s'appelait Fugazi, qui est un groupe américain des années 90, énorme, auquel j'ai voué une fascination aussi bien sur le plan musical que sur le plan éthique. Et comment faire avec 2 fois rien quelque chose, comment faire l'extraordinaire avec 2 fois rien. Voilà, et juste sans vendre son âme et sans se perdre dans des discours parfois, je vais me reprendre. Parfois, dans les discours politiques, à vouloir défendre un discours politique, on se perd dedans, c'est-à-dire qu'on s'enferme. Et ce groupe-là avait quand même cette faculté à avoir une éthique très forte, mais une ouverture en même temps très, très large, ce qui permettait de nourrir plein de choses. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il y a tellement de groupes indépendants qui font des choses magnifiques, mais ça existe, ça a la vertu d'exister. Et c'est une autre manière de faire de l'art. Ce n'est même plus jouer sur un plateau, c'est parfois jouer même le sol, dans des caves, dans des cafés, enfin tu vois, dans des endroits qui sont pas prévus pour exprimer. Et moi je trouve que c'est parfois beaucoup plus puissant que d'être sur un plateau. Ça pour moi c'est un dépassement de soi, aussi bien pour l'acteur que le spectateur. Bon, je vais poser une dernière question, parce qu'on restera là pendant très très longtemps. Alors, on parlait de dépassement de soi, je reviens à un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Zulawski. Je te conseille Possession, si tu n'as jamais vu ce film-là, le déplacement, pourquoi pas, mais surtout dépassement de soi avec Isabelle Adjani, qui est devenue ce qu'elle est devenue, mais en tout cas, c'est une actrice phénoménale, et ça peut être intéressant pour ton travail, parce que je trouve que c'est un film qui est très rock'n'roll et qui peut aller dans une direction. Ça peut être 100 Years des Cure par exemple, comme chanson, tu vois, en live là, ça peut donner, si on fait des échos comme ça, puis on mélange avec du Francis Bacon, c'est pas mal. Donc dernière question, là aussi, donc tiré du film de Zulawski, La Note bleue, dernier jour entre Chopin et George Sand, et George Sand qui dit: quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. Toi Thierry, comment tu traverses ces moments-là ? Quand je ne comprends plus rien à rien, et que le ciel est vide et que ça fait mal. Et que ça fait mal, eh bien ça fait vraiment mal, ouais. Ça fait vraiment mal. Tu peux citer aussi Antoine Blondin, c'est le moment où quand toute... comment il disait tout ce qui te fout par terre, fous-le en l'air. Et dans ces moments-là, c'est peut-être ça la réponse, en fait. Bon, Thierry, toi, ta réponse à toi. Elle est compliquée, cette réponse. Le vide, c'est un peu le doute, quand même. Ça remet tout en question, en fait. Ça remet tout à plat. Quand il n'y a plus rien, il y a quelque chose qui entre en vibration, et c'est pas toujours glorieux, c'est pas toujours heureux, mais c'est nécessaire. Je crois que c'est un temps nécessaire dans toute vie humaine d'avoir des moments comme ça de vide, tout simplement, comme tu dis. Je sais pas si je réponds correctement à cette question. Peu importe, c'est ta réponse à toi. Juste pour terminer, avant qu'on se quitte, là, je resterai bien longtemps avec vous, c'est tellement agréable, puis tellement important pour l'âme, pour mon âme, et puis pour l'âme des auditeurs qui vont découvrir ce podcast. Je voudrais que Marie se fasse un petit tour sur elle-même pour qu'elle me parle, puisque c'est quand même pas rien dans ce lieu de création qui nous accueille, la compagnie Marie l'Enfant. Il y a une affiche qui est coupée en deux. J'ai l'impression que c'est du japonais, mais surtout tu viens de la nature, et il y a dans un espèce de champ, au centre, il y a un arbre. Bon, alors, il n'y a plus de feuilles, mais en tout cas, il est là, il est debout. Est-ce que tu peux me parler de cette affiche là, pour conclure ? Alors déjà, c'est rigolo parce que tu parles d'âme. Et en fait, cette affiche, c'est l'affiche d'un film qui s'appelle Vermilion Soul,
Ah oui, d'accord. de Masaki Iwana, qui était danseur de Butoh, grand maître du Butoh, et qui est venu jouer ici. Et quand il a joué ici, on a travaillé aussi avec les cinéastes au Mans pour que son film soit projeté en même temps au Mans. Et Masaki, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Il habitait à 80 km d'ici, à Réveillon, dans l'Orne. Et il organisait un festival international de danse Butoh. Et je l'ai rencontré là-bas. Puis après, il est venu voir le travail de la compagnie. Et il est décédé il y a quelques années maintenant. Mais cette affiche, elle reste auprès de nous. Alors, effectivement, je n'avais même pas pensé à l'arbre. C'était plutôt la mémoire de Masaki, en fait, à travers cette affiche, qui nous accompagne un petit peu tous les jours. Mais c'est vrai que, Masaki, on pouvait le retrouver quand il dansait dans son festival, accroché les bras dans un arbre, etc., dans ces vieilles branches un peu tordues, et pourquoi pas même un arbre mort. Voilà. Et une présence là-dedans qui me ramène toujours à l'humain, au vivant plus qu'à l'humain, en fait. Tu parlais de vibration aussi tout à l'heure, c'est ça, c'est une histoire de vibration, et même quand on ne sait plus, justement, on entre à nouveau en vibration, et c'est de cette vibration que certains appellent le doute qui nous emmène, sans le mesurer, sans vouloir le contrôler, ailleurs. Et notre travail, c'est peut-être ça, c'est rêver des mondes qui n'existent pas encore. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce mardi matin où on a vibré ensemble. Merci beaucoup. Shapeless
C'est parti, là, tout de suite, j'appuie sur le bouton rouge. Alors, on continue dans ce magnifique lieu qui nous accueille au Lady Fest à Alençon. Et là, je me trouve avec une artiste parce qu'il y a différents exposants et j'étais très touché, très ému par la ligne graphique. Alors, je vais dire Lou, mais c'est Lou, c'est bien Lou ou c'est pas Lou? On m'appelle Marie-Lou et Il faut que tu mettes le micro comme Michel Drucker. Mais je sais pas si tu as bien connu, toi, l'époque de Michel Drucker. Je suis pas sûr. Ouais. Oui, je m'appelle Marie-Lou, mais on m'appelle Lou. Alors attends, il n'est pas branché le micro. Et là, c'est formidable. Maintenant, c'est bon. Là, donc, c'est bon. Voilà. Donc, tu t'appelles Marie-Lou. Je m'appelle Marie-Lou, mais ici, tout le monde m'appelle Lou. Alors, malheureusement, on est obligé de faire vite, mais c'est pas grave. On va prendre le temps quand même de se parler par rapport. Le podcast s'appelle Ah que la Rébelle. On se trouve au Lady Fest. Et surtout, j'aimerais savoir, on va parler d'art. Et quelle était la présence de l'art dans l'enfance? Est-ce que les parents t'emmenaient au cinéma, voir des concerts? On a la chance, là, je pense qu'il va y avoir aussi des enfants. Il va y avoir un spectacle pour enfants tout à l'heure qui va commencer. Est-ce qu'on t'emmenait à la bibliothèque? Enfin, c'était quoi c'est une super l'enfance question, ça. Ouais, on m'a lu beaucoup de livres, je pense. Tu as des souvenirs d'un J'ai des titre? souvenirs de livres de Claude Ponty que je connais par cœur, un peu tous les auteurs illustrateurs de l'école des loisirs. Hein. Donc PEF aussi, peut-être? Moins. Plus Emmanuel Oudard. D'accord. Rebecca d'Outremer. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc hyper pointu, Lou. Hyper pointu, ouais. Et c'est des artistes que j'aime toujours beaucoup et que je suis beaucoup aujourd'hui. Alors, qui te lisait ces livres? C'était les parents ou tu as commencé à lire à ce moment-là? Donc, les parents, et dès que j'ai pu lire ton papa ou ta maman, Mon indifférencié? papa ou ma maman, les deux. Incroyable, ok, super. Ouais. On m'a toujours mis un livre dans les mains. Et je pense que quand j'ai appris à lire et que j'ai pu lire mes livres toute seule, ça a été le plus beau jour de ma vie, quoi. Vraiment, c'était... Je m'en rappelle encore, c'était incroyable. D'accord. Voilà. Cet enfant, c'est au Mans, hein, si je ne dis pas de bêtises. Tu as déménagé, non? À Pau et au Mans. Ouais. À Pau et au Mans, d'accord. Donc, du coup, présence donc, du dessin. Alors, est-ce que ça a influencé à tel point que finalement, ce plaisir des mots, qui était accompagné par des dessins, par une charte graphique, dirons-nous, comment ça a fluctué, comment ça a migré ça vers quand on était... en 4e, 3e, là, il y a eu un prof d'art plastique qui t'a mis la tête en feu pour reprendre les mots de David Lynch. Certains professeurs qui ont beaucoup compté. Mon professeur de CM2, en fait. Comment s'appelle-t-il? Jean-Pierre Dastugue. D'accord. Je l'ai croisé il n'y a pas longtemps. C'est super. Il est super. Il nous a vraiment donné le goût de la lecture, de l'écriture. Il nous a fait Alors, du quel collage, collège au Mans? Parce que moi aussi, je suis du Mans. C'était école primaire. C'était l'école Molière à Coulaine. D'accord, ok. Ouais. Et c'était quoi la question, pardon? Non, mais ce goût pour le point de départ. C'est resté. Après, moi, j'ai toujours dessiné. Ou cette envie, cet encouragement des profs aussi qui décèlent chez toi quelque chose. Ouais, complètement. Des profs d'art plastique, des profs de français aussi qui me laissaient dessiner en cours, sans jamais rien dire. Ouais. Voilà. Et après, moi, en fait, j'ai fait un petit détour. J'ai fait de la danse. En fait, au lycée, j'ai continué en sport-études, danse classique. D'accord. Ouais, même option lourde, en fait. La moitié du temps, j'étais au lycée et l'autre moitié, j'étais en cours de danse. Et surtout, ça rigole pas. Tu parles de danse classique en plus. Ah oui. D'accord. Et aujourd'hui, je suis encore danseuse, du coup, pour la compagnie Marie L'Enfant qui est au Mans. Ah d'accord. Voilà, j'ai un double... double casquette. Ouais. Ok. Alors, on parlait donc voilà, ces dessins. Alors, parlons danse. Alors, qu'est-ce que... Parce que, bon, moi, j'ai connu un petit peu Pina Bausch. Enfin, au niveau des spectacles, bien que les spectacles, mais c'était quand même une claque de découvrir... parce que j'aimais beaucoup le théâtre, et d'un seul coup, c'est des théâtres-danse, quoi. Waouh! Ouais. Bon, après, il y a plein d'autres danseurs, mais quel a été, toi, ton choc artistique? Parce qu'au moment, on a de la chance. Il y a donc le grand théâtre des Quinconces, et puis l'Espal aussi. Alors... Ouais, c'est le même théâtre. D'accord, voilà. L'Espal, ouais, complètement. Moi, je pense que mon choc... Parce qu'il y a l'école du cirque aussi que j'ai découvert. Il y a aussi le plongeoir dernièrement. Donc, c'est une ville qui est plutôt chouette. C'est une ville qui bouge beaucoup culturellement. Enfin, je veux dire, les gens disent toujours Le Mans, ville de vieux, il se passe rien. 24 heures du Mans. Je ne suis pas du tout d'accord. Du Mans. Non, mais on a une richesse culturelle qui est quand même... Lou, tu en es la preuve. Et voilà. Alors malgré la coupe de budget de Madame Morancé, voilà, que je ne salue pas...
Mais ouais, non, il se passe beaucoup de Mais choses. tu as raison de le préciser, c'est important. Je le précise, parce que ça Donc, nous impacte vraiment tous les jours. Ce pas de 2, là, ce pas de 3, là, ces entrechats. Cette petite pirouette. Ces entrechats, ça vient comment ça? C'est un dessin animé danse Oui, c'est une cousine qui te dit tiens, regarde, viens voir mon spectacle Non, de fin la d'année. danse, c'est très basiquement, quand j'avais 4 ou 5 ans, je pense de jolies images à la télé et une dame en tutu, et hop, c'était l'attrait du costume au départ. Et puis ça s'est transformé après, et je fais plus du tout de danse classique, je fais de la danse contemporaine maintenant. Donc danse contemporaine. Oui. Est-ce que le fait d'avoir créé, est-ce que tu crées comme univers avec tes mains sur du papier, là, sur des grandes feuilles ou des petites feuilles, ou même il y a même d'ailleurs des petits personnages qui sont en feutrine, je sais pas, peut-être pas de la feutrine. Oui, en textile. En textile, voilà. Ouais. Est-ce que ça intervient dans la danse là? Non, pas du tout. Pas du C'est 2 médiums que je ne mélange jamais. D'accord. Ouais, on me pose souvent la question. Moi, en plus, quand je danse, je suis vraiment interprète. Donc, on va dire, entre guillemets, que je suis au service de la chorégraphe, enfin, que je travaille avec la chorégraphe. Mais c'est elle qui apporte l'idée, voilà, la chose concrète. C'est elle qui met c'est elle qui met les contraintes. Donc, il y a, au niveau du dessin, il y a de l'intime, il y a tout un univers que tu crées. Alors, c'est chouette de voir la table où sont exposées tes œuvres. Là, on voit qu'il y a une petite aquarelle, on voit des dessins et on voit des carrés qui sont sur les côtés. C'est les petits carrés, mes cartes de visite? Non, c'est carré. Ton petit carnet à aquarelle, et il y a des petits sur le côté. Oui, c'est de l'aquarelle. Qu'est-ce donc? Parce qu'il y a des petits carrés. Des petits godets d'aquarelle. Oui, des aquarelles, mais même sur la feuille, il y a des donc ton dessin, et puis on dirait que pour te retrouver au niveau des tonalités, des couleurs, il y a des je vais te remontrer. Parce que je vois pas de... Si, je vais te montrer ça. En tout cas, cet univers-là, cette manière de s'accaparer son monde et de les laisser vivre, là. Qu'est-ce que c'est que laisser vivre les choses comme ça, qu'on a en soi, comme ça? Je pense que c'est une manière de fixer des souvenirs, des sensations. C'est une pratique de journal intime, un peu, en fait. Enfin, moi, je pense que je dessine comme j'écrirais dans mon journal intime pour fixer des choses. C'est pour ça que je fais de la gravure aussi, parce que ça permet de multiplier des images, mais de pouvoir les changer un tout petit peu à chaque fois, de les modifier. Enfin, c'est quelque chose de très joyeux et de très dans le jeu, quoi. C'est une recherche, en fait, je pense. Et le fait d'être d'être dans l'univers de l'autre aussi, d'accepter ça, et puis qu'est-ce que c'est que de rencontrer cette compagnie-là? Dans la danse, tu veux dire? Voilà, dans la danse, et de se dire, c'est aussi chez moi, là. C'est assez naturel, parce que j'ai toujours fait de la danse, j'ai appris à faire ça aussi, en formation, à rencontrer un chorégraphe, comment est-ce qu'on communique ensemble, qu'est-ce que moi je lui apporte, qu'est-ce que lui m'apporte. C'est un dialogue, en fait, c'est un dialogue constant, quoi. Bon, et on va parler tatou pour finir. Qu'est-ce que c'est que ces tatouages-là, alors? Pareil, je sais pas, c'est une sorte d'appropriation de mon corps par le dessin, parce que moi j'adore le dessin finalement. Voilà, d'accord. Il y a eu un moment où il fallait sauter dans le vide là pour que ça soit marqué à chaque fois, à jamais sur le corps là. Ouais, je pense. J'ai commencé très jeune. J'ai quand même attendu mes 18 ans. Mes parents étaient d'accord. Enfin voilà. Mais ouais, je pense pareil. Le tatouage, c'est la même chose. C'est une rencontre avec un artiste qui est du coup à la base dessinateur en fait. Enfin voilà, c'est juste des gens qui font des dessins sur la peau. Et que je vais rencontrer, et puis voilà, on fait des projets ensemble, on en parle, il y en a qui dessinent directement sur moi, enfin, voilà. J'y mets pas trop d'enjeux non plus, c'est une manière de fixer un instant. Moi, après, je regarde ça comme des souvenirs, voilà. Pour ton travail on va dire de peintre, même si c'est peut-être pas le terme correct, je sais pas. Ça peut. Ouais. Est-ce que tu as un atelier au Mans ou est-ce que c'est plutôt chez soi? Non, je n'ai pas encore d'atelier, mais je cherche un atelier, attention. D'accord. Ouais, non, pour l'instant, je travaille de chez moi. J'ai été diplômée des Beaux-Arts du Mans, donc j'ai fait une licence et un master chez eux en juillet dernier. Voilà, donc c'est tout récent. Donc là, j'essaye de me dépatouiller dans ce nouveau statut. Les Beaux-Arts plus la danse? Ouais, c'est ça, les Beaux-Arts plus la danse. Incroyable. Ouais, c'est très chouette. Et bravo. Écoute, merci beaucoup. Et puis hâte de faire partager là, pour toutes les personnes qui pourraient découvrir ton travail. Et on mettra les infos là, sur le podcast. Merci pour l'opportunité. Beaucoup, Lou.
just run wild. Labor is bound by growth. The vine slowly crawl up the walls. A monument to be swallowed. A mystery eternal where nothing connects. Caught it with its eyes glowing and blood on its lips. It holds my